Veuf et le cœur vide, le millionnaire de l'avenue Foch avait déjà renoncé. Jusqu'à ce qu'une fillette de Belleville lui tire par le bras. Elle ne demanda rien, se contenta de dire « Venez voir » et l'emmena tout droit vers l'impensable. Avant de continuer, dites-moi en commentaire quelle partie de cette histoire a le plus touché votre cœur jusqu'à présent. Votre participation est ce qui fait grandir cette chaîne. Et profitez-en pour vous abonner, car la fin de cette histoire a un rebondissement si énorme que même une série télévisée n'oserait pas le montrer. Pendant 7 ans, Daniel Lefebvre a vécu comme un homme brisé en deux. Une moitié de lui continuait de respirer, d'accomplir ses obligations, de signer des documents lorsque c'était nécessaire. L'autre moitié avait été enterrée avec l'espoir, cette nuit de septembre qu'il ne parviendrait jamais à oublier. Les gens qui l'avaient connu avant l'événement disaient que Daniel était un autre homme. Entrepreneur respecté à Lyon, propriétaire d'une entreprise de construction qui érigeait des immeubles dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, il avait toujours été connu pour son énergie contagieuse, son sourire facile et la générosité avec laquelle il traitait ses employés et partenaires. Mais tout cela était mort en même temps que Marine. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Marine Lefebvre a disparu un mardi pluvieux. Elle est sortie de la maison en disant qu'elle allait régler une affaire urgente en centre-ville et n'est jamais revenue. Sa voiture a été retrouvée 3 jours plus tard, abandonnée sur un parking près des Halles Paul Bocuse. Les clés étaient sur le contact, le sac à main jeté sur le siège passager. Le téléphone portable, éteint, était dans le sac. Aucun signe de lutte, aucun mot, aucune explication. Juste le vide assourdissant d'une absence qui n'avait aucun sens. Daniel a retourné Lyon de fond en comble. Il a engagé des détectives privés, offert des récompenses, est apparu dans des émissions de télévision, a placardé des affiches à chaque coin de rue. Pendant des mois, il n'a pas dormi plus de 3 heures par nuit. Il se réveillait au milieu de la nuit, le cœur battant à tout rompre, s'imaginant avoir entendu sa voix l'appeler. Mais c'était toujours le silence, toujours l'écho vide de la maison qui autrefois était pleine de vie. La police a enquêté, a interrogé Daniel plus d'une fois. Ils ont expertisé la voiture, ses vêtements, les relevés bancaires. Certains enquêteurs le regardaient avec cette méfiance voilée, comme s'ils attendaient juste le bon moment pour prouver qu'ils savaient quelque chose. Mais il n'y avait rien, aucune preuve de crime, aucun corps, aucune conclusion. Juste des théories qui ne menaient nulle part. Avec le temps, l'affaire s'est refroidie. Les gens ont cessé de poser des questions. Les journaux ont cessé de publier. La vie a continué pour tout le monde, sauf pour Daniel. Il a confié la gestion de l'entreprise de construction à Robert Fournier, son associé de longue date, et a commencé à vivre comme un fantôme dans sa propre vie. L'hôtel particulier du 6e arrondissement, qui accueillait autrefois des amis pour des barbecues le dimanche, est devenu un lieu silencieux et sombre. Les rideaux restaient fermés. Le jardin, autrefois impeccable, a commencé à pousser de manière incontrôlée. Les gens qui passaient dans la rue commentaient à voix basse l'homme qui avait tout perdu. Mais Daniel n'avait pas tout perdu. Il avait perdu Marine. Et c'était plus que tout. Chaque vendredi, sans faute, il se rendait en voiture sur un terrain vague, dans le secteur de Vénissieux, en périphérie de Lyon. C'était un lieu oublié, entouré de maisons simples, de rues en terre battue et de végétation qui poussait sans contrôle. Là, dans un coin spécifique près d'un vieil arbre tordu, Daniel restait debout pendant des heures. Il n'y avait pas de tombe, pas de pierre tombale, rien d'autre que de la terre battue et des herbes sèches. Mais il sentait que Marine était là. Il ne savait pas l'expliquer. C'était peut-être juste le besoin d'avoir un endroit où aller, un point fixe où il pouvait déposer la douleur qu'il portait. Il apportait des fleurs, parlait au silence, demandait pardon pour des choses qu'il ne savait même pas s'il avait faites. Il revivait mentalement chaque détail de cette dernière semaine avant la disparition. Il s'était disputé avec Marine la veille au soir. Une dispute stupide à propos d'argent, de rénovation dans la maison, de choses qui semblaient maintenant si insignifiantes qu'il avait honte d'y avoir accordé de l'importance. S'il avait su que ce serait leur dernière conversation, il lui aurait dit qu'il l'aimait. Il l'aurait serré plus fort dans ses bras. Il aurait insisté pour qu'elle ne sorte pas seule ce jour-là. Mais il ne savait pas. Et maintenant, il portait le poids de tous les mots non dits. La réputation de Daniel s'est érodée peu à peu. Certains vieux amis se sont éloignés. La famille de Marine ne lui a jamais complètement pardonné.
même sans preuve de son implication dans la disparition. Des regards méfiants le suivaient partout. Lors des rares réunions sociales auxquelles il était obligé d'assister, les conversations mouraient à son approche. Il est devenu l'homme marqué par la tragédie, le veuf sans corps à enterrer, le suspect éternel qui ne serait jamais jugé, car il n'y avait pas de crime prouvé. Robert Fournier, l'associé qui a repris l'entreprise, rendait visite à Daniel de temps en temps. Il apportait des documents à signer, des rapports sur les chantiers en cours, essayait d'engager la conversation sur des projets futurs. Mais Daniel regardait à peine les papiers. Il signait là où c'était nécessaire et retournait à son silence. Robert insistait sur le fait qu'il devait recommencer à vivre, que Marine n'aurait pas voulu le voir comme ça. Mais comment pouvait-il savoir ce que Marine voulait? Elle avait disparu sans laisser de traces, sans explication, sans adieu. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans les ruelles oubliées de la Duchère, une fillette de 11 ans observait le monde avec des yeux qui semblaient avoir vu trop de choses pour son âge. Isabelle était menue, les cheveux sombres toujours en désordre, portant des vêtements usés trop grands pour son petit corps. Elle vivait avec sa grand-mère dans une petite maison en bois qui ressemblait plus à une extension mal construite, dans une venelle où peu de voitures parvenaient à entrer. La mère d'Isabelle avait disparu quand elle n'avait que 5 ans. Elle était partie travailler dans un atelier de couture et n'était jamais revenue. Aucune explication, aucun adieu. Juste le vide. Isabelle a grandi en sachant que le monde cachait des secrets que les adultes faisaient semblant de ne pas voir. Elle a appris à observer, à prêter attention aux détails qui passaient inaperçus, à faire confiance à son instinct quand quelque chose n'avait pas de sens. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à remarquer des mouvements étranges près d'une ruine abandonnée, à quelques pâtés de maison de chez elle. C'était un vieil immeuble qui n'avait jamais été achevé. Les murs étaient en briques apparentes, les fenêtres n'avaient pas de vitres, le toit était effondré à plusieurs endroits. Tout le monde évitait de passer par là après la tombée de la nuit. On disait que c'était dangereux, que ça pouvait s'effondrer à tout moment, que des gens utilisaient l'endroit pour de mauvaises choses. Mais Isabelle n'avait pas peur, elle était curieuse. Et c'est cette curiosité qui lui a fait comprendre que quelque chose se passait là-bas. Ça a commencé par de petits détails, des restes de nourriture qui apparaissaient jetés près de l'entrée, des bouteilles d'eau vides qui n'étaient pas là la veille, des traces de pneus fraîches à un endroit où presque personne ne passait en voiture, et puis une nuit où elle n'arrivait pas à dormir à cause de la chaleur, Isabelle a entendu un bruit venant de cette direction. Un son étouffé, comme si quelqu'un frappait quelque chose ou essayait de crier avec la bouche bâillonnée. Elle s'est levée et sortie par la fenêtre de sa chambre sans faire de bruit pour ne pas réveiller sa grand-mère, et a marché dans les rues désertes jusqu'à s'approcher de la ruine. Elle s'est cachée derrière un mur en béton, observant. La lune était presque pleine, éclairant le terrain d'une lumière pâle et fantomatique. C'est alors qu'elle a vu un homme sortant de la construction abandonnée. Il portait un sac en plastique, regardait nerveusement de tous les côtés, montait dans une vieille voiture et partait rapidement. Isabelle a attendu d'être sûre qu'il était parti. Puis elle s'est approchée lentement, le cœur battant, fort dans sa poitrine. Elle savait qu'elle devait rentrer chez elle, savait qu'elle faisait quelque chose de dangereux, mais quelque chose de plus fort la poussait en avant. C'était peut-être le souvenir de sa mère. C'était peut-être juste le sentiment que quelqu'un là-bas avait besoin d'aide. Elle est entrée dans la ruine. L'odeur était horrible. Moisissure, urine, quelque chose de pourri qu'elle ne parvenait pas à identifier. Elle a marché à travers les décombres, éclairant son chemin avec la faible lampe de poche du téléphone portable que sa grand-mère lui avait offert. Au fond de l'immeuble, là où devait se trouver le sous-sol, elle a vu un trou dans le sol recouvert de vieilles planches et de feuilles sèches, et elle a de nouveau entendu ce son étouffé, comme un gémissement. Isabelle est restée paralysée. Elle savait qu'elle devait fuir, savait qu'elle devait demander de l'aide. Mais à qui? La police ne prenait jamais au sérieux ce qui se passait dans ce quartier. Les voisins avaient peur de s'impliquer, et elle n'était qu'une enfant. Qui la croirait? C'est alors qu'elle s'est souvenue de l'homme qu'elle voyait chaque vendredi sur le terrain vague près de l'école. Isabelle passait par là en rentrant des cours. Elle voyait toujours le même homme debout au même endroit, en costume sombre, les cheveux grisonnants,
le regard perdu. Il restait là pendant des heures, comme s'il rendait visite à quelqu'un. Mais il n'y avait rien là, juste de la terre et des herbes. Elle avait demandé une fois à sa grand-mère qui était cet homme. Sa grand-mère avait soupiré profondément et dit que c'était Daniel Lefebvre, un riche entrepreneur qui avait perdu sa femme. Qu'il allait là parce qu'on pensait que sa femme était enterrée à cet endroit, mais on n'avait jamais rien trouvé. Isabelle ne savait pas pourquoi, mais elle a senti qu'elle devait lui parler. Peut-être parce qu'il connaissait lui aussi la douleur de perdre quelqu'un, peut-être parce qu'il semblait être le genre de personne qui n'ignorerait pas ce qu'elle avait à dire. Ou peut-être que c'était juste l'instinct, cette voix intérieure qui lui disait qu'il était la seule personne qui comprendrait. Le vendredi suivant, Isabelle n'est pas rentrée directement à la maison après l'école. Elle a attendu près du terrain vague jusqu'à voir la voiture de Daniel se garer dans la rue en terre. Elle l'a vu descendre, marcher jusqu'à son endroit habituel, rester là avec un bouquet de fleurs blanches à la main. Elle a attendu quelques minutes de plus, a pris une profonde inspiration, et puis a marché vers lui. Daniel était si perdu dans ses pensées qu'il n'a même pas remarqué la fillette s'approcher jusqu'à ce qu'elle soit tout près. Quand il a finalement baissé les yeux et vu Isabelle debout à côté de lui, fronçant les sourcils avec ce regard trop sérieux pour un enfant, il a ressenti une gêne. Il ne voulait pas de compagnie. Il ne voulait pas de conversation. Il voulait juste rester là, seul avec sa douleur. Isabelle, sa voix était fine mais ferme, n'a dit qu'une seule phrase, une phrase qui a fait s'arrêter le cœur de Daniel pendant une seconde. « J'ai vu une femme. Vivante. Elle ressemble à la photo qu'on voit parfois dans le journal. La femme que vous cherchez. » Daniel la regarda comme s'il avait été frappé par la foudre. Sa respiration se bloqua dans sa gorge. Pendant un instant, il ne put parler. Quand il retrouva enfin sa voix, elle sortit rauque, presque un murmure. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Isabelle répéta. « J'ai vu une femme. Elle est dans un sale endroit, dans un trou. Elle est vivante, mais elle va très mal, et elle ressemble à votre femme. » Daniel sentit ses jambes flageoler. Il s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de la fillette. Il posa ses mains tremblantes sur ses épaules. « C'est vrai? Tu es sûr de ce que tu dis? Ne joue pas avec moi, s'il te plaît. » Isabelle ne détourna pas le regard. « Je ne mens pas sur ces choses-là. Je sais où elle est. Je peux vous y emmener. » La première réaction de Daniel fut l'incrédulité. Comment cela pouvait-il être? Vrai? Après 7 ans? Après toutes les recherches, toutes les enquêtes, toutes les impasses, et en plus une enfant inconnue surgissant de nulle part avec cette information? Ce devait être un mensonge. Quelqu'un qui essayait de profiter de sa douleur, ou pire, une sorte de piège. Mais quand il a regardé Isabelle droit dans les yeux, il a vu quelque chose qui l'a fait hésiter. Ce n'était pas de la malice, ce n'était pas un mensonge, c'était la vérité brute, la même vérité qu'il portait dans son cœur chaque jour. La vérité de celui qui connaît la douleur de perdre quelqu'un sans explication. Il se releva, regarda autour de lui, regarda de nouveau la fillette. La raison lui criait que c'était de la folie, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il avait essayé d'enterrer avec l'espoir, commença à se réveiller en lui. Et si c'était vrai? Et si Marine était vivante? Et si ces 7 années de souffrance pouvaient avoir une fin différente? Daniel prit une profonde inspiration. « Emmène-moi, maintenant. » Isabelle hocha la tête. Elle commença à marcher et Daniel la suivit. Ils traversèrent des rues où ils n'avaient jamais mis les pieds, entrèrent dans des ruelles étroites où l'asphalte laissait place à la terre battue, passèrent devant des maisons simples où des enfants jouaient dans la rue et des femmes étendaient le linge. Plus ils s'éloignaient du centre de Lyon, plus le paysage changeait. Les constructions devenaient plus précaires, les rues plus défoncées, le sentiment d'abandon plus intense. Daniel sentait son cœur battre de plus en plus fort. À chaque pas, l'espoir et la peur se livraient une guerre en lui. L'espoir que Marine soit vivante, la peur de ce qu'il pourrait trouver, la peur d'être trompé, la peur que, même si c'était vrai, elle ne soit plus la même personne qu'il connaissait. Ils marchèrent pendant près d'une demi-heure jusqu'à la ruine. Isabelle s'arrêta devant le bâtiment abandonné et montra du doigt. « C'est ici, à l'intérieur, au fond. » Daniel regarda la construction. L'endroit était sinistre. Murs décrépits, fenêtres vides comme des yeux morts, décombres éparpillés partout.
Un frisson lui parcourut l'échine, mais il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Il devait savoir. Ils entrèrent ensemble. Isabelle éclairait le chemin avec la lampe de poche de son téléphone. Daniel utilisa aussi la lampe de son propre téléphone. L'odeur était insupportable. Il se couvrit le nez avec la manche de sa chemise et continua d'avancer. Quand ils arrivèrent au sous-sol, Isabelle montra le trou recouvert de planches. Elle est là-dessous. Daniel s'approcha, s'agenouilla. De ses mains tremblantes, il commença à écarter les planches. Elles étaient lourdes, sales, couvertes de mousse. Quand il réussit enfin à créer une ouverture suffisante, il pointa sa lampe à l'intérieur, et il vit une femme, allongée sur le sol en terre, trop maigre, sale, les cheveux emmêlés couvrant une partie de son visage, des vêtements déchirés, immobile, mais vivante. Daniel sentit le monde tourner. Les larmes commencèrent à couler avant même qu'il ne puisse réaliser ce qu'il voyait. Il descendit dans le trou sans réfléchir, sans se soucier de la saleté ou du danger. Il s'agenouilla à côté de la femme, écarta délicatement les cheveux de son visage, et il la reconnut. C'était Marine. Elle était inconsciente, sa respiration faible, son corps froid, mais elle était vivante. Daniel la prit dans ses bras. Il sentit le poids trop léger de son corps. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis des années. Isabelle descendit aussi et aida à pousser Marine vers le haut pendant que Daniel remontait le premier. Quand ils réussirent enfin à la sortir du trou, Daniel la porta dans ses bras comme si elle était faite de verre. Il faut l'emmener à l'hôpital, maintenant. Isabelle hocha la tête. Ils sortirent en courant de la ruine. Daniel plaça Marine sur la banquette arrière de la voiture avec le plus grand soin. Isabelle monta à côté pour lui tenir la tête. Daniel conduisit comme il n'avait jamais conduit de sa vie, grillant les feux rouges, klaxonnant pour que les voitures s'écartent, le cœur sur le point d'exploser dans sa poitrine. Quand ils arrivèrent à l'hôpital Édouard Herriot, il freina brusquement devant la porte des urgences. Il descendit en criant à l'aide. Des infirmiers accoururent avec un brancard. Ils y placèrent Marine. Elle était toujours inconsciente. Daniel lui tenait la main pendant qu'il courait dans les couloirs. Un médecin s'arrêta devant lui. « Vous êtes de la famille ? Je suis son mari. Depuis combien de temps est-elle comme ça ? » « 7 ans. Elle a disparu il y a 7 ans. » Le médecin le regarda comme s'il n'avait pas compris. « Comment ça, 7 ans ?» Daniel n'avait pas le temps d'expliquer. Il avait juste besoin qu'il la sauve. « S'il vous plaît, faites tout ce qu'il faut. Elle doit survivre. » Les médecins emmenèrent Marine dans la salle d'urgence. Daniel resta dehors, les mains sales de terre tremblant, le visage mouillé de larmes. Isabelle était à côté de lui, en silence, observant. C'est alors que Daniel la regarda enfin vraiment, cette fillette menue, aux vêtements usés et au regard ancien, qui venait de changer sa vie pour toujours. Il s'agenouilla devant elle, prit les petites mains d'Isabelle entre les siennes. « Tu l'as sauvée, tu as sauvé ma vie. Comment puis-je te remercier ?» Isabelle le regarda avec ses yeux sérieux. « Je veux juste qu'elle aille bien, et que celui qui lui a fait ça paie. » Daniel hocha la tête. Ils paieraient tous. Mais d'abord, Marine devait survivre. Et tandis qu'il attendait à l'extérieur de la salle d'urgence, regardant les portes fermées, Daniel fit une promesse silencieuse. Il découvrirait qui avait fait ça. Il détruirait chaque personne impliquée, et il s'assurerait que Marine n'ait plus jamais à avoir peur. La vérité commençait à faire surface, et avec elle viendrait la justice. Mais le prix de cette vérité était encore inconnu, et les secrets qui étaient sur le point d'être révélés allaient ébranler tout ce que Daniel pensait savoir sur sa propre vie. Les 48 premières heures furent les plus angoissantes de la vie de Daniel, pires encore que les 7 années d'incertitude, car maintenant il savait que Marine était là, à quelques mètres de lui, luttant entre la vie et la mort, et il ne pouvait absolument rien faire d'autre qu'attendre. Les médecins entraient et sortaient de la salle avec des expressions qu'ils tentaient désespérément de déchiffrer. Chacun de leurs mouvements était analysé, chaque mot chuchoté était un signe qu'il essayait d'interpréter. Marine était déshydratée, dénutrie, avec des signes clairs de traumatisme physique et psychologique profond. Son corps avait réagi à l'abandon de manière dévastatrice. Ses reins étaient atteints. Son cœur battait de façon irrégulière. Il y avait des marques sur son corps indiquant une contention prolongée,
des écorchures aux poignets et aux chevilles, des hématomes à différents stades de cicatrisation. Mais le plus préoccupant était son état mental. Quand elle sortit enfin de son inconscience, Marine ne parla pas. Elle regardait simplement le plafond avec des yeux écarquillés, comme si elle voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. Daniel était assis à côté de son lit lorsque cela s'est produit. Il lui tenait la main avec précaution, comme si elle pouvait se briser à tout moment. Quand il vit ses yeux s'ouvrir, il ressentit une vague de soulagement si forte qu'il faillit s'évanouir. Il se pencha en avant, essayant de la regarder dans les yeux, cherchant un signe de reconnaissance. « Marine, c'est moi. Daniel, tu es en sécurité maintenant. Tu es à l'hôpital. Plus personne ne te fera de mal. » Mais elle ne le regarda pas. Elle continua de fixer le plafond, la respiration rapide, le corps tendu comme si elle était sur le point de fuir. Daniel sentit son cœur se briser à nouveau. Elle ne le reconnaissait pas. Ou pire, elle le reconnaissait, mais était si traumatisée qu'elle ne pouvait pas réagir. Une psychiatre fut appelée. La docteure Cécile Martin était une femme d'âge mûr, aux cheveux courts et grisonnants, au regard doux mais professionnel. Elle demanda à Daniel de sortir de la chambre quelques minutes pendant qu'elle évaluait Marine. Il obéit, mais resta planté devant la porte, essayant d'entendre quelque chose à travers la vitre. Quand la docteure Martin sortit, Daniel lui sauta pratiquement dessus. Comment va-t-elle? Va-t-elle s'en sortir? M'a-t-elle reconnue? La médecin lui fit signe de la suivre dans une salle plus privée. Ils s'assirent sur des chaises en plastique inconfortables. Elle croisa les mains sur la table et regarda Daniel avec cette expression que les médecins ont lorsqu'ils doivent annoncer des nouvelles difficiles. « Monsieur Lefebvre, votre femme a vécu quelque chose d'extrêmement traumatisant. Son corps est en état de choc. Son esprit aussi. Il est naturel qu'elle mette du temps à comprendre où elle est et ce qui se passe. Cela pourrait prendre des jours, des semaines, voire des mois avant qu'elle ne retrouve pleinement conscience du présent. Mais elle va s'améliorer, n'est-ce pas? Elle redeviendra celle qu'elle était. » La docteure Martin soupira. « Physiquement, oui, avec un traitement approprié, de la nourriture, du repos, son corps se rétablira. Mais psychologiquement, c'est plus complexe. Elle a passé des années en captivité. Elle a probablement été maintenue dans des conditions extrêmes, peut-être droguée, isolée, privée de stimuli normaux. Le traumatisme de ce type d'expérience ne disparaît pas facilement. Elle aura besoin d'un suivi psychiatrique intensif. Et vous aussi. » Daniel secoua la tête. « Je n'ai pas besoin de suivi. J'ai juste besoin qu'elle aille bien. Monsieur Lefebvre, avec tout le respect que je vous dois, vous avez passé 7 ans à croire que votre femme était morte. Maintenant, elle est de retour dans des circonstances traumatisantes. Cela vous affecte aussi. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez prendre soin de votre propre santé mentale. » Daniel ne voulut pas discuter. Il la remercia et retourna dans la chambre. Il s'assit de nouveau à côté du lit de Marine. Elle continuait de regarder le plafond. Mais cette fois, quand il lui prit la main, il sentit ses doigts se contracter légèrement. C'était un mouvement si infime qu'il aurait pu n'être qu'un spasme musculaire. Mais pour Daniel, ce fut comme un miracle. Pendant ce temps, Isabelle était dans la salle d'attente. Sa grand-mère avait été appelée à l'hôpital et fut absolument choquée de découvrir ce que sa petite-fille avait fait. Madame Bénédicte était une dame de près de 70 ans, petite, les cheveux entièrement blancs, attachés en chignon, les mains calleuses à force de travailler. Elle serra Isabelle fort dans ses bras, tout en la grondant de s'être mêlée à quelque chose de si dangereux. « Ma petite, tu aurais pu mourir. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. » Isabelle répondit simplement avec ce calme déconcertant. « Mais je ne suis pas morte, mémé, et la dame est vivante grâce à moi. » Madame Bénédicte ne savait pas si elle devait pleurer ou rire. Elle finit par faire les deux. Daniel se rendit à la salle d'attente pour leur parler. Il remercia de nouveau Isabelle, cette fois avec plus de calme, plus de contrôle. Il demanda s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire pour elle. Madame Bénédicte, fière comme elle l'était, dit qu'elle n'avait besoin de rien. Mais Daniel insista, il demanda leur adresse, promit de leur rendre visite bientôt, qu'il voulait faire quelque chose pour rendre l'appareil à Isabelle. Quand elles partirent, Daniel retourna dans la chambre. Et c'est là que commença la deuxième partie de cette bataille, la police. 2 enquêteurs se présentèrent à l'hôpital le lendemain. Le commissaire Mario Dubois et l'inspectrice Renata Lambert.
Daniel les connaissait. C'étaient les mêmes qui avaient mené l'enquête sur la disparition de Marine 7 ans plus tôt. Le commissaire Dubois était un homme corpulent, au ventre proéminent et à la moustache grisonnante. L'inspectrice Lambert était plus jeune, mince, les cheveux attachés en une queue de cheval serrée, le « regard perçant, monsieur Lefebvre », dirent-ils en entrant dans le couloir de l'hôpital. « Nous devons parler de l'affaire. » Daniel les conduisit dans une salle vide. Il ferma la porte, croisa les bras. « Vous voulez parler de l'affaire ? Il y a 7 ans, je vous ai supplié d'enquêter correctement. J'ai dit que quelque chose n'allait pas. J'ai dit que Marine ne disparaîtrait pas simplement comme ça. Et qu'avez-vous fait ? Vous m'avez traité comme un suspect. Vous avez classé l'affaire. Vous avez dit qu'il n'y avait aucune preuve. » Le commissaire Dubois leva les mains dans un geste apaisant. « Monsieur Lefebvre, je comprends votre frustration, mais nous devons comprendre ce qui s'est passé. Comment votre femme a-t-elle été retrouvée? Qui l'a retrouvée? Où était-elle » Daniel raconta tout. Il parla d'Isabelle, de la ruine abandonnée, du trou où se trouvait Marine. Les enquêteurs prenèrent des notes, posant des questions, demandant des détails. Quand Daniel eut terminé, le commissaire Dubois échangea un regard avec l'inspectrice Lambert. « Nous allons devoir boucler le périmètre, faire des expertises, et nous devrons aussi parler à la fillette. La fillette a 11 ans et vient de vivre une expérience traumatisante. Allez-y, doucement. Nous le ferons, monsieur Lefebvre. Mais nous avons besoin de sa collaboration et de la vôtre. C'est une enquête criminelle maintenant. Quelqu'un a séquestré votre femme pendant 7 ans. C'est un crime gravissime, et nous allons découvrir qui c'est. » Daniel hocha la tête. Mais il y avait une question qui le rongeait de l'intérieur depuis qu'il avait retrouvé Marine. Pourquoi personne n'a enquêté sur cet endroit avant? Isabelle est une enfant, et elle a réussi à trouver Marine. Comment se fait-il que la police, avec tous ses moyens, n'ait rien trouvé? Le commissaire Dubois rougit. Ce n'était pas une rougeur de colère, mais de honte. L'inspectrice Lambert détourna le regard. « Monsieur Lefebvre, » dit le commissaire d'une voix plus basse, « il y a eu des failles, graves, et nous allons enquêter là-dessus aussi. Mais pour l'instant, l'important est de trouver qui a fait ça à votre femme. » Daniel savait qu'il y avait plus derrière cette histoire, beaucoup plus, et il allait tout découvrir. Les jours suivants, Marine commença à montrer de petits signes d'amélioration. Elle commença à boire de l'eau seule, à se nourrir avec l'aide des infirmiers. Ses yeux avaient encore ce regard lointain, mais de temps en temps, elle clignait des yeux, tournait la tête, réagissait au son. Daniel passait toute la journée à l'hôpital. Il ne sortait que pour prendre une douche et changer de vêtements. Le reste du temps, il restait là, à côté d'elle, parlant à voix basse, lui racontant des choses du passé, se remémorant des moments qu'ils avaient vécus ensemble. « Tu te souviens quand on est allé dans le Beaujolais pour un mâchon? Tu as tellement mangé que tu as été malade tout le trajet du retour. J'ai tellement ri. Tu étais fâché contre moi, mais à la fin tu as ri aussi. Marine ne répondait pas, mais Daniel continuait de parler, parce qu'il avait besoin de croire que quelque part au fond d'elle, elle l'entendait, et que ses souvenirs l'aideraient à revenir. C'est un jeudi après-midi que Marine parla pour la première fois. Daniel était assis à côté du lit, feuilletant un magazine sans prêter attention à ce qu'il lisait. Soudain, il entendit un son, un murmure si bas qu'il faillit ne pas comprendre. Il leva la tête rapidement. Marine le regardait. Pour la première fois depuis son réveil, elle le regardait vraiment, et elle répéta « Daniel ». Il sentit les larmes monter instantanément. Il lâcha le magazine, lui prit la main avec ses 2 mains. « Oui, c'est moi, je suis là, tu es en sécurité. » Elle ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue. Daniel ne savait pas si c'était de soulagement, de tristesse ou de peur. C'était peut-être tout à la fois. Il se pencha et l'embrassa sur le front avec le plus grand soin. « Tu es en sécurité maintenant. Je te le promets. Je ne laisserai plus jamais personne te faire de mal. » Marine rouvrit les yeux. Elle essaya de parler, mais sa voix sortit faible et rauque. « Ils vont revenir. » « Qui, mon amour? Qui va revenir ?» Mais elle ferma les yeux et ne répondit plus. Daniel appela immédiatement la docteure Martin. Elle vint, évalua Marine, dit que c'était normal, que le traumatisme faisait osciller son esprit entre le présent et le passé, qu'elle pensait probablement encore être en danger. Mais c'était un bon signe qu'elle ait parlé. Cela signifiait qu'elle commençait à assimiler la réalité.
Daniel ne put dormir cette nuit-là. Il repensait aux mots de Marine. Ils vont revenir. Qui étaient-ils? Combien de personnes étaient impliquées? Et plus important encore, pouvaient-ils vraiment revenir? Marine était-elle toujours en danger? Le lendemain, la police se présenta avec des nouvelles. Le commissaire Dubois et l'inspectrice Lambert demandèrent à parler à Daniel en privé. Ils se rendirent dans une salle de réunion vide de l'hôpital. « Monsieur Lefebvre, commença Renata, nous avons fait l'expertise des lieux où votre femme a été retrouvée, et nous avons trouvé des preuves qu'elle n'était pas la seule personne à y être détenue. » Daniel sentit son estomac se nouer. « Que voulez-vous dire? Nous avons trouvé des objets personnels, des vêtements féminins de différentes tailles, des marques de contention à d'autres endroits, du site, des restes de nourriture suffisants pour plus d'une personne. Tout indique que cet endroit était utilisé pour séquestrer plusieurs personnes, possiblement sur plusieurs années. » Plusieurs personnes? Daniel avait du mal à comprendre. Qui? Nous ne savons pas encore, mais nous enquêtons sur des cas de disparition dans la région au cours des 10 dernières années. Nous croisons les données. Nous voyons s'il y a des schémas. Et, monsieur Lefebvre, il y a autre chose. Quoi? L'inspectrice Lambert hésita. Elle regarda le commissaire Dubois comme pour demander son autorisation. Il acquiesça. Elle continua. Nous avons trouvé des registres, de faux documents, des certificats falsifiés. Tout indique que votre femme était officiellement morte, pas seulement disparue. Morte. Daniel écarquilla les yeux. Comment ça, morte? Quelqu'un a falsifié des documents attestant de son décès. Ils ont enregistré une crémation qui n'a jamais eu lieu. Ils ont créé un historique complet pour donner de la crédibilité à l'histoire de sa mort. Ce n'est pas l'œuvre d'amateurs, monsieur Lefebvre. C'était quelque chose d'organisé, de professionnel et de très bien planifié. Daniel sentit la colère monter en lui comme une vague. Qui ferait une chose pareille? Et pourquoi? Nous enquêtons. Mais il y a des indices que cela est lié à un réseau plus vaste, des personnes ayant accès aux systèmes officiels, des personnes ayant assez de pouvoir pour manipuler les registres. Et monsieur Lefebvre, nous devons envisager la possibilité que quelqu'un de votre entourage soit impliqué. Daniel eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Quoi? Réfléchissez bien. Qui avait accès à votre vie personnelle? Qui connaissait les habitudes de Marine? Qui aurait pu fournir des informations sur elle? Nous n'accusons personne, mais nous devons explorer toutes les possibilités. Daniel réfléchit. L'entreprise, les employés, les associés, les amis, la famille. Des dizaines de personnes connaissaient les habitudes de Marine. Mais l'idée que quelqu'un de proche puisse être impliqué était insupportable. « Robert, » dit-il soudainement. Le commissaire Dubois haussa les sourcils. « Votre associé? Il a repris l'entreprise après la disparition de Marine. Il avait accès à tout. Il connaissait notre routine. Et il a toujours beaucoup insisté pour que j'aille de l'avant, pour que j'accepte que Marine était morte. » L'inspectrice Lambert nota tout. « Nous allons enquêter. Mais monsieur Lefebvre, s'il vous plaît, ne faites rien par vous-même. S'il est vraiment impliqué, nous ne voulons pas qu'il soit alerté. » Daniel hocha la tête, mais à l'intérieur la rage bouillonnait. Si Robert était impliqué, s'il avait fait partie de tout ça, Daniel le détruirait, de ses propres mains s'il le fallait. Pendant ce temps, Isabelle était chez elle, mais ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé. Sa grand-mère essayait de faire en sorte que tout redevienne normal, mais Isabelle sentait que quelque chose avait changé pour toujours. Elle avait vu des choses qu'un enfant ne devrait pas voir. Elle savait des choses qui l'effrayaient, et pire, elle avait le sentiment de ne pas être en sécurité. C'est une nuit, 3 jours après la découverte de Marine, qu'Isabelle vit quelque chose qui lui en donna la certitude. Elle était à la fenêtre de sa chambre, regardant la rue, quand elle vit une voiture garée de l'autre côté. Ce n'était pas une voiture habituelle du quartier, c'était une berline noire aux vitres teintées. Et il y avait quelqu'un à l'intérieur qui observait sa maison. Isabelle sentit son cœur s'emballer. Elle ferma rapidement le rideau et alla voir sa grand-mère. « Mémé, il y a une voiture bizarre dans la rue. Elle regarde notre maison. » Madame Bénédicte alla à la fenêtre. Quand elle vit la voiture, son visage devint pâle. Elle verrouilla toutes les portes et fenêtres de la maison. Elle prit son téléphone et appela la police. Mais quand les policiers arrivèrent, 20 minutes plus tard, la voiture était déjà partie. Les policiers dressèrent un procès verbal. Ils dirent qu'ils allaient augmenter les patrouilles dans le secteur.
Mais Isabelle savait que cela ne suffirait pas. Il savait qu'elle avait trouvé Marine. Et maintenant, ils étaient après elle. Le lendemain, Daniel rendit visite à Isabelle et Madame Bénédicte. Quand il apprit pour la voiture, il devint extrêmement inquiet. Il offrit sa protection, dit qu'il paierait pour une sécurité privée si nécessaire. Madame Bénédicte, qui avait toujours été fière et indépendante, accepta cette fois, parce qu'elle savait que sa petite-fille était en danger réel. Daniel engagea 2 gardes du corps pour rester de faction près de la maison d'Isabelle. Il leur proposa également de déménager temporairement dans un endroit plus sûr. Madame Bénédicte réfléchit, en parla avec Isabelle, et finit par accepter. Elles allèrent dans un petit appartement confortable que Daniel loua dans un quartier plus central, avec un concierge et des caméras de sécurité. Pendant que tout cela se passait, Marine continuait de se rétablir lentement. Elle commença à parler davantage, des phrases courtes, fragmentées, mais qui avaient un sens. Elle commença à mieux manger, à s'asseoir dans son lit, à regarder par la fenêtre. Mais il y avait encore des moments où elle se déconnectait simplement, retournant à cet état distant et effrayé. La docteure Martin expliqua que c'était normal, que son cerveau traitait des années de traumatisme, que cela prendrait du temps. Daniel accepta. Il avait attendu 7 ans, il pouvait attendre aussi longtemps que nécessaire. C'est un après-midi, 2 semaines après la découverte de Marine, qu'elle raconta enfin quelque chose sur ce qui s'était passé. Daniel était assis à côté d'elle. Elle regardait par la fenêtre, observant les oiseaux dans le jardin de l'hôpital. Soudain, elle commença à parler. « Ils m'ont attrapé sur le parking. Je retournais à ma voiture. J'ai senti une douleur dans le cou, comme une piqûre. Et puis tout est devenu noir. » Daniel retint son souffle. Il ne voulait pas l'interrompre, ne voulait pas l'effrayer. Il voulait juste écouter. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un endroit sombre, froid. Ça sentait mauvais. J'ai essayé de crier, mais j'avais quelque chose dans la bouche. J'ai essayé de bouger, mais j'étais attaché. Je suis resté là très longtemps. Je ne sais pas combien. J'ai perdu la notion du temps. Elle s'arrêta, prit une profonde inspiration. Une larme coula sur sa joue. Il me donnait à manger de temps en temps, de l'eau, des médicaments qui me rendaient somnolente. J'essayais de rester éveillé, d'essayer de me souvenir de toi, de nous, mais tout devenait confus. Parfois, je ne savais pas si tu étais réel ou si je t'avais inventé. Daniel sentit ses propres larmes couler. Il lui prit la main. « Je suis réel. Tu es réel. Tout ça est fini. Tu es en sécurité maintenant. » Marine le regarda, et pour la première fois, il vit une lueur de la femme qu'il connaissait. Ce regard fort, déterminé, qui l'avait toujours charmé. « Il ne travaillait pas seul, dit-elle. J'ai entendu des voix, plusieurs, des hommes, des femmes. Il parlait d'autres personnes, d'autres endroits. C'est plus grand que tu ne l'imagines, Daniel. Beaucoup plus grand. » Daniel hocha la tête. « Je sais, et nous allons tout découvrir. Nous allons en finir avec ça. » Marine ferma les yeux, fatiguée. Mais avant de s'endormir, elle murmura « Une dernière chose. Fais attention à qui tu fais confiance. Ils sont plus proches que tu ne le penses. » Daniel sentit un frisson. Il pensa à Robert, pensa aux employés de l'entreprise, pensa à tous ceux qui avaient accès à sa vie. Et si Marine avait raison? Et si les responsables étaient vraiment proches? Il sortit de la chambre, déterminé. Il allait découvrir la vérité. Peu importe le coût, peu importe qui était impliqué. Il allait détruire chaque personne qui avait participé à cela. Et il s'assurerait qu'il ne puisse plus jamais faire ça à personne. Mais ce que Daniel ne savait pas encore, c'est que la vérité était bien pire que ce qu'il imaginait, et que les secrets qu'il était sur le point de découvrir allaient ébranler non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qui l'entouraient. L'enquête s'accéléra dans les semaines qui suivirent. Le commissaire Dubois mit en place une cellule de crise dédiée exclusivement à l'affaire. L'inspectrice Lambert dirigeait le travail de terrain, coordonnant les expertises, les entretiens et l'analyse des documents. Mais plus il creusait, plus la situation se révélait complexe. Il ne s'agissait pas d'un cas isolé. C'était un engrenage criminel qui fonctionnait depuis des années, voire des décennies. Daniel, de son côté, menait sa propre enquête parallèle. Il engagea un détective privé, Charles Bettencourt,
un ancien policier fédéral à la réputation impeccable et au réseau de contacts s'étendant des commissariats au milieu du crime. Charles était un homme d'une 50aine d'années, les cheveux grisonnants coupés très courts, une cicatrice sur le sourcil gauche, un regard qui ne pardonnait pas les mensonges. Leur première rencontre eut lieu dans un café discret du centre de Lyon. « Monsieur Lefebvre, dit Charles, en buvant son café noir sans sucre, je vais être direct avec vous. Ce qu'ils ont fait à votre femme n'était pas de l'improvisation. C'était planifié. Et une telle planification exige des ressources, des contacts et surtout des informations privilégiées. Quelqu'un savait exactement où elle serait, quand elle serait seule, et comment agir sans laisser de traces. Cela signifie qu'il y avait quelqu'un de proche qui fournissait des données. Daniel s'en doutait déjà, mais l'entendre à voix haute rendait tout plus réel et plus douloureux. Mon associé, Robert Fournier. Il avait accès à tout. Il connaissait notre routine. Et il a toujours beaucoup insisté pour que j'accepte que Marine était morte et que j'aille de l'avant. Charles nota le nom dans un petit carnet. Je vais enquêter sur lui. Mais ne vous limitez pas à une seule personne. J'ai besoin d'une liste complète. Les employés proches, la famille, les amis qui fréquentaient à la maison. Toute personne qui avait des informations sur vous. Daniel passa les jours suivants à établir cette liste. Ce furent des noms douloureux à écrire. Robert Fournier, associé et ami depuis 15 ans. Julie Mendès, secrétaire de direction qui travaillait avec eux depuis le début de l'entreprise. Antoine Cardozo, chauffeur personnel qui conduisait Marine à ses rendez-vous. Fernande Lima, la meilleure amie de Marine. Même Claude Lefebvre, le frère cadet de Daniel, figura sur la liste bien que la simple idée semblât absurde. Quand Charles reçut la liste, il ne montra aucune émotion. Il la rangea simplement et dit qu'il commencerait par les personnes ayant l'accès le plus direct. L'enquête serait discrète. Personne ne devait savoir qu'il était sous investigation. Pendant ce temps, Marine continuait de se rétablir à l'hôpital. Les progrès étaient lents mais constants. Elle parvenait déjà à marcher avec de l'aide. Elle commença une thérapie avec la docteure Martin 3 fois par semaine. Et quelque chose d'important commença à se produire. Elle se mit à écrire. Au début, ce n'étaient que des mots isolés, puis ils devinrent des phrases, et ensuite des pages entières. La docteure Martin l'encouragea. Elle dit que c'était une façon pour elle de traiter le traumatisme, d'organiser ses souvenirs fragmentés, de donner une voix à ce qu'elle avait vécu. Daniel ne lisait pas ce que Marine écrivait. Il respectait cet espace privé. Mais il savait que ses écrits pouvaient contenir des informations précieuses pour l'enquête. C'est lors d'une séance de thérapie, 1 mois après le sauvetage, que Marine accepta finalement de partager une partie de ce qu'elle avait écrit. La docteure Martin appela le commissaire Dubois et l'inspectrice Lambert. Daniel était également présent. Marine, assise sur son lit d'hôpital avec un carnet sur les genoux, prit une profonde inspiration avant de commencer. Je me souviens de voix, beaucoup de voix différentes. Il y avait un homme qui venait toujours. Sa voix était grave, un peu rauque. Il m'appelait « la marchandise ». Il disait que je valais cher parce que je venais d'une famille riche, qu'ils obtiendraient un bon prix pour moi. Daniel eut la nausée. Un prix? Ils voulèrent la vendre? Marine continua. Mais quelque chose a mal tourné. J'ai entendu des discussions, des disputes. Un des hommes disant que l'acheteur s'était désisté, que maintenant ils allaient devoir se débarrasser de moi d'une autre manière. C'est là qu'ils ont commencé à me donner plus de médicaments. J'étais drogué presque tout le temps. J'ai perdu la notion des jours, des semaines. Tout est devenu flou. Elle s'arrêta, regarda Daniel, les yeux embués de larmes. Un jour, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai senti mon corps s'affaiblir. Je ne pouvais plus bouger correctement. J'ai cru que c'était la fin. Mais quelque chose a changé. Ils ont arrêté de me donner les médicaments les plus forts. Ils ont commencé à me donner de la meilleure nourriture, de l'eau propre. Je n'ai pas compris sur le moment. Mais maintenant, je pense qu'ils me gardaient en vie pour autre chose. L'inspectrice Lambert notait tout frénétiquement. « Madame Lefebvre, vous souvenez-vous d'une caractéristique physique de ces personnes? D'un accent? D'un détail qui pourrait nous aider ?» Marine ferma les yeux, se concentrant. L'un d'eux avait une façon de parler différente. Il n'était pas de Lyon. Il semblait venir de la campagne. Il utilisait des mots que je n'entendais plus depuis longtemps. Et il y avait une femme aussi. Elle venait moins souvent, mais quand elle venait, c'est elle qui s'occupait de moi. Elle me lavait,
changeait mes vêtements, elle pleurait parfois. Je l'entendais. Je crois qu'elle avait pitié, mais qu'elle avait trop peur pour m'aider. Daniel prit la main de Marine. « Tu es très courageuse, vraiment. » Marine regarda son carnet. Il y a plus. Je les entendais parler d'autres personnes, d'autres femmes. Ils mentionnaient des noms, des lieux. J'ai noté tout ce dont j'ai pu me souvenir. Elle ouvrit le carnet et montra des pages remplies de notes, des noms, des fragments de conversation, des descriptions de voix. C'était un trésor d'informations. L'inspectrice Lambert prit le carnet avec précaution, comme si elle tenait une relique sacrée. « C'est de l'or en barre, Madame Lefebvre. Cela pourrait nous mener directement aux responsables. » Mais Marine ne semblait pas soulagée. Elle semblait effrayée. « Il y a une chose que je dois dire, et c'est important. » Elle regarda directement Daniel. « Une des voix que j'ai entendues plusieurs fois était celle de quelqu'un que tu connais. »« J'en suis sûr. » Daniel sentit le monde s'arrêter. « Qui ?» ?»« Je ne connais pas son nom. » Mais la voix était polie, formelle. Il parlait de chiffres, d'investissements, de transferts bancaires. Et une fois, il a mentionné le nom de notre entreprise. Le silence qui tomba dans la pièce fut absolu. Daniel sentait son cœur battre si fort qu'il semblait que tout le monde pouvait l'entendre. « Tu en es sûre ?»« Absolument certaine. » Marine hocha la tête. « Oui. J'ai passé des années à entendre cette voix. Je sais que c'était quelqu'un lié à l'entreprise. » Daniel regarda le commissaire Dubois. « Je dois parler à Robert. » Maintenant. Le commissaire secoua la tête. « Monsieur Lefebvre, vous ne pouvez accuser personne, sans preuve. S'il est vraiment impliqué et qu'il sait que nous nous méfions, il pourrait s'enfuir ou détruire des preuves. » Mais Daniel était déjà debout. « Je ne vais pas l'accuser. Je vais juste discuter. En tant qu'associé, en tant qu'ami. » L'inspectrice Lambert intervint. « Laissez-nous au moins placer un micro. S'il dit quelque chose de compromettant, nous l'aurons enregistré. » Daniel réfléchit un instant et accepta. Il organisa un déjeuner avec Robert pour le lendemain. Un lieu neutre, un restaurant qu'il fréquentait depuis des années. La police équipa Daniel d'un micro discret. Charles Bettencourt, le détective privé, serait à une table voisine, observant simplement. Le lendemain matin, Daniel était nerveux. Il enfila le costume gris qu'il portait toujours pour les réunions importantes, essayant de paraître le plus normal possible. Il arriva au restaurant 15 minutes avant l'heure convenue. Il choisit une table près de la fenêtre, demanda de l'eau, attendit. Robert arriva ponctuellement. C'était un homme grand, mince, avec des lunettes à monture fine et les cheveux toujours coiffés en arrière avec du gel. Il portait un costume bleu marine, une cravate discrète. Il sourit en voyant Daniel et s'approcha la main tendue. « Daniel, quel plaisir de te voir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas déjeuné ensemble. » Daniel lui serra la main, analysant chaque détail de son expression, cherchant des signes de nervosité, de culpabilité. Mais Robert semblait sincèrement heureux de le voir. Ils s'assirent, commandèrent le déjeuner, parlèrent de l'entreprise, des chantiers en cours, des nouveaux contrats. Robert parlait avec enthousiasme d'un projet à Saint-Étienne qui marchait très bien. Daniel écoutait, hochant la tête, mais son esprit était ailleurs. Finalement, après l'arrivée des plats, Daniel aborda le sujet. « Robert, tu sais que Marine a été retrouvée ?» Robert s'arrêta, la fourchette en l'air. Le sourire disparut de son visage. « Je sais, j'ai lu dans les journaux. Daniel, je ne sais même pas quoi dire. C'est surréaliste. Après 7 ans. » Oui. Daniel observait chaque micro-expression. 7 ans qu'elle a passé en captivité, détenue comme une prisonnière. Robert secoua la tête, semblant sincèrement choqué. « Mon Dieu, qui ferait une chose pareille? C'est ce que j'essaye de découvrir. » Daniel fit une pause. « La police pense que c'est quelqu'un de proche, quelqu'un qui connaissait notre routine. » Robert devint pâle. « Tu ne suggères pas que je... » Daniel leva la main. « Je ne suggère rien. Je dis juste ce que pense la police. Ils enquêtent sur tout le monde, y compris moi. » Robert laissa échapper l'air qu'il retenait. « Daniel, tu me connais depuis 15 ans. Tu sais que je ne ferai jamais une chose pareille. Marine était comme une sœur pour moi. Quand elle a disparu, j'étais anéanti. Autant que toi. » « Je sais. » Daniel força un sourire. « C'est pour ça que je te préviens. La police pourrait te contacter, te poser des questions. Je voulais juste que tu le saches avant. » Robert hocha la tête, toujours visiblement secoué.
Merci de m'avoir prévenu. Je coopérerai pour tout ce dont ils auront besoin. N'importe quoi pour t'aider à découvrir qui a fait ça. » Le reste du déjeuner se déroula dans un silence inconfortable. Quand ils eurent terminé, ils se dirent rapidement au revoir. Daniel sortit du restaurant et se dirigea directement vers la voiture où l'inspectrice Lambert l'attendait. Elle lui retira le micro. Alors, Renata secoua la tête. Rien d'évident. Il a semblé sincèrement surpris et choqué. Soit c'est un très bon acteur, soit il ne savait vraiment rien. Daniel frappa le tableau de bord de la voiture avec frustration. « Alors qui était-ce? Calmez-vous. Nous allons analyser l'enregistrement attentivement. Parfois, ce qui n'est pas dit est plus important que ce qui est dit. » Pendant ce temps, Charles Bettencourt suivait une autre piste. Il avait commencé à éplucher la vie financière de toutes les personnes sur la liste, et il trouva quelque chose d'intéressant. Julie Mendes, la secrétaire de direction, avait fait d'importants dépôts en espèces au cours des dernières années. Des montants qui ne correspondaient pas à son salaire. Charles présenta ses découvertes à Daniel lors d'une réunion nocturne au bureau. Il montra des relevés bancaires, des dates, des montants. Regardez ici, des dépôts de 5 000, 10 000 euros. Toujours en espèces, toujours à des dates spécifiques. Et quand j'ai croisé avec le calendrier, j'ai remarqué un schéma. Les dépôts avaient toujours lieu quelques jours après vos voyages d'affaires ou après des événements importants de l'entreprise. Daniel écarquilla les yeux. Julie, elle travaille avec moi depuis 10 ans. Exactement. Assez longtemps pour gagner votre confiance. Assez d'accès pour tout savoir. Daniel sentit la colère monter, mais aussi le doute. Et si c'était une coïncidence? Et si Julie avait un autre travail à côté? Et si c'était de l'argent de famille? Charles secoua la tête. J'ai déjà tout vérifié. Elle n'a pas d'autre travail. Sa famille est de la classe moyenne inférieure. Cet argent ne peut pas venir de là. Et il y a plus. Elle a supprimé des emails. Beaucoup. De la période juste avant et juste après la disparition de Marine. Daniel prit une profonde inspiration. Nous devons le dire à la police. C'est déjà fait. Ils vont la convoquer pour une déposition demain. Le lendemain, Julie Mendes fut convoquée pour déposer au commissariat. Daniel n'était pas présent, mais l'inspectrice Lambert le tenait informé. Julie arriva nerveuse, en sueur, regardant de tous côtés comme si elle s'attendait à être attaquée à tout moment. Quand on l'interrogea sur les dépôts, elle se mit à bégayer. Elle essaya d'inventer des histoires. Elle dit que c'était de l'argent d'un oncle qui vivait à la campagne. Puis elle changea de version, disant qu'elle vendait des cosmétiques à ses heures perdues. Les histoires ne tenaient pas, et quand on lui montra les emails supprimés, elle s'effondra. « D'accord, d'accord. Je vais parler. » Et c'est alors que la vérité commença à sortir. Julie admit qu'elle recevait de l'argent pour transmettre des informations sur la routine de Daniel, sur Marine, sur les voyages, les rendez-vous, les horaires. Mais elle jura qu'elle ne savait pas à quoi servaient ces informations. Elle pensait que c'était pour quelqu'un qui voulait faire de l'espionnage industriel. Elle n'aurait jamais imaginé que ce serait pour quelque chose comme ça. « Qui vous payait ?» demanda l'inspectrice Lambert d'une voix dure. Julie pleurait. « Un homme. Je n'ai jamais vu son visage. On communiquait par email, des adresses qui changeaient tout le temps. Le paiement était laissé à des endroits convenus, des enveloppes avec de l'argent. Je n'ai jamais su qui c'était. Comment receviez-vous les instructions? Par message crypté. Une application qui effaçait tout après 24 heures. L'inspectrice Lambert savait que cela allait compliquer les choses, mais il y avait quelque chose. « Julie, avez-vous toujours cette application sur votre téléphone ?» Julie hésita, puis hocha la tête. « Oui. Donnez-moi votre téléphone. Maintenant. » Julie sortit son téléphone de son sac avec des mains tremblantes et le lui tendit. L'inspectrice Lambert le transmit immédiatement à l'équipe technique. S'il parvenait à récupérer un message, une trace numérique, cela pourrait les mener au commanditaire. Pendant ce temps, Daniel fut informé de tout. Il ressentit un mélange de trahison et de soulagement. Trahison parce que Julie était quelqu'un en qui il avait confiance. Soulagement parce qu'ils avaient enfin une piste concrète. Mais la question la plus importante restait: qui était derrière tout ça? La réponse commença à émerger lorsque l'équipe technique réussit à récupérer des fragments de messages du téléphone de Julie. C'étaient des codes, des chiffres, des instructions vagues.
Mais il y avait un détail, un numéro de compte bancaire mentionné dans l'un des messages. En traçant ce compte, ils découvrirent qu'il appartenait à une société écran. Et en enquêtant sur les propriétaires de cette société écran, ils arrivèrent à un nom qui glaça le sang de Daniel, Antoine Cardozo, le chauffeur. Antoine avait été le chauffeur personnel de Daniel et Marine pendant 3 ans. Il connaissait chaque rue qu'il fréquentait. Il savait exactement où Marine serait à chaque moment de la journée. Et plus important encore, s'il avait un accès physique à elle. C'est lui qui l'avait déposée sur le parking ce mardi fatidique. Quand la police se rendit au domicile d'Antoine pour l'interroger, ils découvrirent qu'il s'était enfui. La maison était vide. Les voisins dirent qu'ils ne l'avaient pas vu depuis des semaines. Un mandat d'arrêt fut émis. Son nom fut mis sur la liste des personnes recherchées. Mais Antoine avait disparu. Daniel voulait descendre dans la rue et le chercher lui-même. Il voulait le trouver et se faire justice de ses propres mains. Mais Charles le convainquit de laisser la police travailler. Si vous agissez sur un coup de tête, vous allez entraver l'enquête. Pire, vous pourriez finir par être accusé d'obstruction à la justice ou pire encore, laisser la police faire son travail. Daniel obéit à contre-cœur. Mais il se jura que lorsqu'il trouverait Antoine, il le regarderait dans les yeux et lui demanderait pourquoi. Pourquoi faire ça? Pour de l'argent? Par vengeance? Pourquoi détruire des vies? Pendant que la traque d'Antoine se déroulait, Marine continuait d'écrire. Et un après-midi, elle montra à Daniel quelque chose qui changea tout. C'était un nom qu'elle avait entendu mentionner plusieurs fois pendant sa captivité. Valdemar. Daniel fronça les sourcils. Valdemar. Je ne connais aucun Valdemar. Marine non plus. Mais le nom était répété avec révérence, comme s'il s'agissait de quelqu'un d'important. Le chef, la personne qui commandait tout. Daniel transmit le nom à Charles et à la police. Ils commencèrent à enquêter, croisèrent les données, cherchèrent, dans les casiers judiciaires. Et finalement, ils trouvèrent Valdemar Costa, 58 ans, casier judiciaire chargé, implication dans des organisations de criminalité financière. Il avait été arrêté 2 fois, mais avait toujours réussi à s'en sortir grâce à des vices de procédure. Il vivait actuellement à Annemasse, près de la frontière. L'endroit parfait pour quelqu'un qui aurait besoin de fuir rapidement si nécessaire. La police monta une opération pour l'arrêter, mais il devait être prudent. Valdemar avait des contacts, des ressources et surtout l'expérience pour échapper à la justice. Il ne pouvait pas faire le moindre faux pas. Daniel voulait participer à l'opération. Il voulait être là quand ils arrêteraient l'homme qui avait détruit sa vie, mais le commissaire Dubois fut catégorique. « Monsieur Lefebvre, vous n'êtes pas policier. Vous ne pouvez pas participer à des opérations. Laissez-nous faire. » Daniel dut accepter, mais il fit promettre à Charles de le tenir informé de chaque étape. L'opération fut fixée à un jeudi matin. Des équipes spécialisées encerclèrent la maison de Valdemar à Annemasse. Elles firent irruption simultanément et le trouvèrent en train d'essayer de s'enfuir par l'arrière. Valdemar Costa fut arrêté, et avec lui, ils saisirent des ordinateurs, des documents, des clés USB. Un véritable arsenal de preuves. En commençant à analyser le matériel, ils découvrirent la dimension réelle de l'organisation. Il ne s'agissait pas seulement de Marine, il y avait des dizaines de femmes, des dizaines de familles détruites. Un système qui fonctionnait depuis plus de 15 ans. Quand Daniel l'apprit, il eut la nausée. 15 ans. Combien de vies détruites? Combien de familles anéanties? Mais il y avait quelque chose qui n'avait toujours pas de sens. Valdemar était le chef de l'opération. Antoine était l'exécutant. Julie était l'informatrice. Mais il manquait une pièce. Quelqu'un avec assez d'argent et de pouvoir pour faire tourner le tout. Quelqu'un qui finançait l'opération. Et c'est en enquêtant sur les comptes bancaires de Valdemar qu'ils trouvèrent enfin des virements réguliers provenant d'une société d'investissement. Et quand ils cherchèrent qui était le propriétaire de cette société, Daniel sentit le sol se dérober sous ses pieds. Claude Lefebvre, son frère. Ce ne pouvait pas être vrai. Ce devait être une erreur. Claude était son jeune frère. Ils avaient toujours été proches. Claude était son témoin de mariage avec Marine. Comment pouvait-il être impliqué là-dedans? Mais les preuves étaient là. Virements, emails, documents. Tout pointait vers Claude comme étant le financier de l'opération. Quand la police alla arrêter Claude,
Daniel insista pour être présent. Il avait besoin de l'entendre de la bouche de son propre frère. Il avait besoin de comprendre. Ils arrivèrent chez Claude un vendredi matin. Il prenait son café quand la police fit irruption. Il ne résista pas. Il regarda simplement Daniel avec une expression vide. Pourquoi? Ce fut le seul mot que Daniel réussit à prononcer. Claude sourit. Un sourire froid, sans vie. Parce que tu as toujours tout eu. L'entreprise, l'argent, la femme parfaite. Et moi, j'ai toujours été l'ombre, le frère oublié. Alors j'ai décidé que si je ne pouvais pas avoir ce que tu avais, j'allais le détruire. Daniel eut envie de vomir. Tu as détruit la vie de dizaines de personnes par jalousie. Claude haussa les épaules. Ce n'était pas que de la jalousie. C'était aussi du business. Ça rapportait beaucoup d'argent. Mais j'avoue qu'avec Marine, c'était personnel. Je voulais que tu souffres comme j'ai souffert toute ma vie en étant comparé à toi. Daniel s'avança vers son frère, mais les policiers le retinrent. Claude fut emmené. Et Daniel resta là, au milieu du salon, essayant de comprendre que son propre sang était responsable de tout. Quand il retourna à l'hôpital et le raconta à Marine, elle pleura. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Enfin, ils connaissèrent la vérité. Enfin, les responsables allaient payer. Et tandis que Daniel la serrait dans ses bras, sentant son corps trembler d'émotion, il fit une promesse. Il transformerait toute cette douleur en quelque chose de positif. Il s'assurerait qu'aucune autre famille ne vive ce qu'ils avaient vécu. La vérité était enfin révélée. Mais le chemin de la reconstruction ne faisait que commencer. Les mois qui suivirent, les arrestations, furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Le soulagement de connaître enfin la vérité, la colère face à la trahison de son propre sang, la tristesse pour les vies détruites, et par-dessus tout, le besoin urgent de reconstruire ce qui avait été brisé. Le procès de Claude Lefebvre fit la une des journaux nationaux. Les médias ne lésinaient pas sur les détails concernant le frère jaloux qui avait orchestré un réseau criminel juste pour faire souffrir son aîné. Les réseaux sociaux s'enflammaient d'avis partagés. Certains avaient pitié de Claude, pensant qu'il n'était qu'un homme aigri qui avait perdu le contrôle. D'autres réclamaient la peine maximale, affirmant que la jalousie ne justifiait pas de détruire des dizaines de vies. Daniel ne suivit pas le procès en personne. Il ne supportait pas l'idée d'être dans la même pièce que son frère. Mais Charles Bettencourt y allait tous les jours et le tenait informé. Claude ne montrait aucun remords. Il s'asseyait sur le banc des accusés avec la même expression vide, comme si rien de tout cela ne l'affectait. Lorsqu'il eut l'occasion de parler pour sa défense, il se contenta de répéter ce qu'il avait déjà dit. Qu'il avait toujours vécu dans l'ombre de son frère. Qu'il n'avait jamais été reconnu. Que la jalousie l'avait consumé jusqu'à ce qu'il devienne une autre personne. Le juge n'eut aucune pitié. Il condamna Claude à 32 ans de prison pour association de malfaiteurs, enlèvement, séquestration et une longue liste d'autres crimes. Valdemar Costa écopa de 40 ans. Antoine Cardozo, capturé une semaine plus tard en tentant de passer la frontière vers la Suisse, prit 28 ans. Julie Mendès, pour avoir collaboré à l'enquête, vit sa peine réduite à 12 ans avec possibilité d'aménagement. Lorsque la sentence fut annoncée, Daniel était chez lui avec Marine. Elle avait déjà quitté l'hôpital et vivait de nouveau dans leur hôtel particulier du 6e arrondissement. Mais la maison n'était plus la même. Ils avaient tout rénové, repeint les murs de couleurs différentes, changé les meubles, planté de nouvelles fleurs dans le jardin. C'était comme s'ils essayaient d'effacer les fantômes du passé en reconstruisant le présent. Marine suivait toujours une thérapie 3 fois par semaine avec la docteure Martin. Les cauchemars persistaient. Il y avait des nuits où elle se réveillait en hurlant en sueur, croyant être encore dans ce trou sombre. Daniel était toujours à ses côtés. Il la serrait dans ses bras, la calmait, lui répétait que tout allait bien maintenant, qu'elle était en sécurité. Et peu à peu, les crises devinrent moins fréquentes, mais il y avait des cicatrices qui n'étaient pas visibles. Marine avait développé une peur des espaces clos. Elle ne pouvait pas prendre les ascenseurs. Elle évitait les sous-sols et les parkings souterrains. Elle avait du mal à faire confiance aux gens. Elle regardait chaque visage inconnu comme une menace potentielle. La docteure Martin expliqua que c'était normal, qu'il lui faudrait des années pour se sentir à nouveau complètement en sécurité, si jamais elle y parvenait un jour.
Isabelle restait une présence constante dans leur vie. Daniel avait tenu sa promesse de prendre soin d'elle et de sa grand-mère. Il paya tous les traitements médicaux de Madame Bénédicte, qui avait des problèmes cardiaques. Il inscrivit Isabelle dans une excellente école privée. Et plus important encore, il la traitait comme un membre de la famille. Marine, qui ne pouvait pas avoir d'enfant en raison d'anciennes complications médicales, s'était profondément attachée à la fillette. Elle voyait en elle la fille qu'elle n'avait jamais eue. Et Isabelle, qui avait grandi sans mère, trouva en Marine la figure maternelle qu'elle avait toujours désirée. Le dimanche, elles déjeunaient ensemble. Isabelle aidait Marine en cuisine, apprenant des recettes, parlant de l'école, de ses rêves, de la vie. Daniel observait ces scènes et sentait son cœur se réchauffer. Au milieu de toute cette tragédie, quelque chose de beau était né. Une famille qui n'était pas de sang mais de choix. C'est lors d'un de ces dimanches après-midi que Marine prit une décision qui allait tout changer. Elle était assise dans le jardin avec Daniel, regardant Isabelle jouer avec le chien qu'ils avaient récemment adopté, quand elle dit à voix basse « Je veux faire quelque chose. Quelque chose qui donne un sens à tout ce qui s'est passé. » Daniel lui prit la main. « À quoi penses-tu » Marine prit une profonde inspiration. « Je veux créer une fondation pour aider d'autres victimes, pour rechercher les personnes disparues, pour soutenir les familles qui traversent ce que nous avons traversé. » Daniel la regarda avec admiration. « Tu es sûr ? Cela va t'exposer, te faire revivre tout ça. » Marine hocha la tête. « Je sais, mais si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne à ne pas passer 7 ans dans un trou sombre, ça en aura valu la peine. » Et c'est ainsi que naquit la fondation Semer l'Espoir. Daniel investit des ressources importantes de sa propre entreprise pour financer le projet. Ils engagèrent une équipe spécialisée, avocats, psychologues, détectives privés, assistants sociaux. L'objectif était clair, localiser les personnes disparues et apporter un soutien émotionnel et financier aux familles. La nouvelle de la fondation se répandit rapidement. Des centaines de familles prirent contact. Chaque histoire était un coup de poignard dans le cœur. Des mères cherchant leurs filles disparues sur le chemin de l'école. Des pères cherchant leurs fils partis travailler et jamais revenus. Des frères, des cousins, des amis. Une liste interminable de douleurs et d'espoir. Marine s'occupait personnellement de nombreux cas. Elle écoutait les histoires, tenait la main des gens, pleurait avec eux. Puis elle dirigeait les équipes pour qu'elles enquêtent. Tous les cas n'avaient pas une fin heureuse. Beaucoup découvrirent des vérités douloureuses, mais certains eurent la même issue miraculeuse que Marine. Le premier sauvetage eut lieu 3 mois après la création de la fondation. Une jeune femme de 22 ans, disparue depuis 1 an, fut retrouvée dans des conditions similaires à celles de Marine, séquestrée, droguée, attendant un destin incertain. Lorsque l'équipe de la fondation, en collaboration avec la police, réussit à la secourir et à la rendre à sa famille, Marine pleura pendant des heures. Elle pleura de soulagement, de bonheur, de gratitude de pouvoir faire une différence. Daniel observait Marine se transformer. La femme qui avait été secourue, brisée et effrayée, renaissait en guerrière, en leader, en porte-parole pour ceux qui n'en avaient pas. Et il retombait amoureux d'elle chaque jour. Ce n'était pas la même passion qu'avant. C'était quelque chose de plus profond, de plus vrai, forgé dans la douleur et le dépassement. Mais tout n'était pas facile. Il y avait des jours où Marine voulait abandonner, des jours où le poids d'entendre tant d'histoires tristes l'accablait. Ces jours-là, Daniel était là. Il lui rappelait pourquoi ils avaient recommencé, lui rappelait chaque vie sauvée, et lentement, Marine trouvait la force de continuer. Isabelle, qui avait maintenant 12 ans, s'impliqua également dans la fondation. Elle commença par aider avec des tâches simples, organiser des documents, répondre au téléphone, faire du café pour l'équipe. Mais Marine vit son potentiel. Elle voyait cette même détermination qu'elle avait elle-même. Alors, elle commença à enseigner à Isabelle le travail. Elle l'emmenait à des réunions, lui expliquait les processus, lui montrait comment chaque pièce s'emboîtait. C'est Isabelle qui suggéra que la Fondation crée un programme spécifique pour les enfants. Des enfants qui avaient perdu des parents ou des proches suite à des disparitions. Des enfants qui, comme elle, avaient grandi avec ce vide dans l'âme. Marine trouva l'idée géniale. Ils mirent en place des groupes de soutien, des ateliers d'art-thérapie, un suivi psychologique gratuit, et ils virent des dizaines d'enfants commencer à guérir.
1 an après le sauvetage de Marine, la Fondation avait déjà aidé à localiser 15 personnes disparues. 8 étaient en vie et furent secourues. 7, malheureusement, étaient déjà décédées. Mais au moins les familles purent avoir des réponses et faire leur deuil correctement. Chaque cas était traité avec respect, dévouement et amour. L'histoire de Marine devint un livre. Une journaliste nommée Patricia Dubois proposa d'écrire une biographie autorisée. Marine hésita au début. Elle ne voulait pas être vue comme une victime, ne voulait pas que les gens aient pitié d'elle. Mais Patricia la convainquit que ce ne serait pas sur la victimisation. Ce serait sur la résilience, sur la reconstruction, sur la transformation de la douleur en mission. Le livre, intitulé « 7 ans d'obscurité, une renaissance de lumière », fut lancé par une nuit pluvieuse d'octobre. La librairie était bondée. Journalistes, curieux, familles aidées par la Fondation, tous voulaient être là. Marine était nerveuse. Daniel lui tenait la main pour lui donner de la force. Quand vint son tour de parler, elle monta sur la petite scène installée entre les étagères de livres et regarda le public. Elle commença par parler du jour où elle fut enlevée, des 7 années passées à croire que le monde l'avait oubliée, du moment où elle fut retrouvée, et puis elle parla d'Isabelle, de la fillette courageuse qui avait cru en ce que personne d'autre n'aurait cru, de la façon dont cet enfant avait changé non seulement sa vie, mais celle de dizaines d'autres personnes. Isabelle était au premier rang, à côté de Madame Bénédicte. Quand Marine la mentionna, tout le monde se tourna pour la regarder. La jeune fille rougit de honte, mais était aussi visiblement fière. Madame Bénédicte serra fort la main de sa petite fille, les yeux brillants de larmes. Marine termina son discours en disant que le livre n'était pas seulement le sien. Il appartenait à toutes les personnes qui disparaissent chaque jour. À toutes les femmes qui restent sans réponse. À tous ceux qui refusent de perdre espoir. Le public l'applaudit debout, et Marine, pour la première fois depuis longtemps, sentit qu'elle avait trouvé sa place dans le monde. Le livre se vendit à des milliers d'exemplaires dès les premières semaines. Tous les revenus furent reversés à la Fondation. Avec l'argent, ils étendirent leurs opérations. Ils ouvrirent des bureaux dans d'autres villes de la région. Puis, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ensuite à Paris. Le travail se développait de manière exponentielle, mais Marine tenait à garder une touche personnelle. Elle continuait de recevoir les familles, continuait de se rendre personnellement sur certains lieux de sauvetage. Daniel s'inquiétait, il pensait qu'elle se surmenait, mais Marine disait qu'elle devait le faire, que chaque vie sauvée était une façon de guérir sa propre blessure. C'est lors d'un de ces sauvetages que Marine eut une révélation. Ils étaient en opération à Saint-Étienne, tentant de localiser une femme de 35 ans disparue depuis 2 ans. L'équipe de la Fondation, en collaboration avec la police, l'avait traquée jusqu'à un entrepôt abandonné en périphérie de la ville. Lorsqu'ils firent irruption et trouvèrent la femme, vivante mais affaiblie, Marine fut la première à entrer. La femme était au sol, sale, maigre, effrayée. Quand elle vit Marine, elle se mit à pleurer. Marine s'agenouilla à côté d'elle, lui prit le visage entre ses mains. « Vous êtes en sécurité maintenant. C'est fini. Vous allez rentrer chez vous. » La femme s'agrippa à Marine. « Comment saviez-vous? Comment m'avez-vous trouvé ?» Marine sourit à travers ses larmes. « Parce que quelqu'un m'a trouvé. Et maintenant, c'est à mon tour de trouver les autres. » À ce moment-là, Marine comprit pleinement le but de tout ce qu'elle avait traversé. Ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas juste une souffrance insensée. C'était une préparation, une transformation. C'était l'univers qui la façonnait pour qu'elle devienne exactement ce qu'elle devait être. Un phare d'espoir pour ceux qui étaient perdus dans l'obscurité. Quand ils rentrèrent à Lyon, Daniel remarqua que Marine était différente. Il y avait en elle une paix qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Il lui demanda ce qui avait changé. Elle répondit simplement « J'ai pardonné. » Pardonné à qui? Claude, Valdemar, eux tous. Pas parce qu'ils le méritent, mais parce que je mérite de vivre sans porter ce poids. Daniel resta silencieux. Il n'en était pas encore là. Il ressentait toujours de la colère en pensant à son frère. Mais il admirait Marine d'y être parvenue. Il savait qu'un jour peut-être, il y arriverait aussi. Les années passèrent. La Fondation grandit et devint une référence nationale dans la recherche de personnes disparues.
Marine donnait des conférences, participait à des documentaires, inspirait les gens. Isabelle termina le lycée avec mention et décida d'étudier la psychologie, voulant aider encore plus à travers la fondation. Madame Bénédicte, dont la santé s'était stabilisée grâce au traitement, se mit à travailler comme bénévole dans la cuisine communautaire que la fondation entretenait. Daniel vendit une partie de son entreprise de construction et se consacra également à plein temps à la fondation. Il découvrit qu'il y avait plus de satisfaction à sauver des vies qu'à construire des immeubles. Et avec Marine, ils formèrent un duo imbattable. Un après-midi de décembre, 5 ans après le sauvetage de Marine, ils étaient assis dans le jardin de leur maison. Le soleil se couchait, orange à l'horizon. Isabelle était à l'intérieur, révisant pour un examen. Le chien dormait à leurs pieds. Et pour la première fois depuis longtemps, il y avait le silence. Non pas le silence lourd de la douleur, mais le silence léger de la paix. Marine posa sa tête sur l'épaule de Daniel. « Tu penses que ça en a valu la peine ?» Daniel lui embrassa le sommet du crâne. « Rien de ce qui s'est passé n'en valait la peine. Tu ne méritais pas de vivre ça. Personne ne le mérite. Mais ce que vous avez fait de cette douleur, la façon dont vous l'avez transformée en quelque chose de plus grand, ça, oui, ça en valait la peine. » Marine ferma les yeux. « Parfois, j'ai encore des cauchemars. Je me réveille encore en croyant être dans ce trou. Et puis je regarde autour de moi, je te vois, je vois Isabelle, je vois tout ce que nous avons construit, et je réalise que l'obscurité n'a pas gagné. Nous avons gagné. » Daniel lui serra la main. « Nous avons gagné. Et nous continuerons de gagner. Une vie à la fois. » Et ils restèrent ainsi, à regarder le soleil se coucher, sachant que demain, un nouveau jour se lèverait, et avec lui, de nouvelles opportunités de faire la différence, de transformer la douleur en espoir, de semer la lumière là où il n'y avait autrefois que l'obscurité. Le voyage n'avait pas été facile. Les cicatrices restaient, mais avec elles venait la force, la sagesse, la certitude que même dans les pires situations, il y avait toujours un choix. Ils pouvaient laisser la tragédie les définir ou l'utiliser pour se redéfinir. Et ils avaient choisi de se redéfinir. Chaque jour, à chaque sauvetage, à chaque étreinte, à chaque vie touchée, parce qu'au final, il ne s'agissait pas de ce qui leur était arrivé. Il s'agissait de ce qu'ils en avaient fait. Et ce qu'ils avaient fait était extraordinaire. L'histoire de Daniel et Marine devint un symbole de résilience dans tout le pays. Mais pour eux, ce n'était pas une question de symbolisme. C'était une question de réalité. De se réveiller chaque jour et de choisir de continuer, de choisir de se battre, de choisir de croire que cela en valait la peine. Et tandis que le soleil finissait de se coucher en cette fin d'après-midi de décembre, ils savaient que la véritable victoire n'était pas d'avoir survécu. Elle était d'avoir appris à vivre à nouveau, pleinement, intensément, avec gratitude. Parce que 7 ans d'obscurité leur avaient enseigné la valeur de la lumière, et maintenant, ils étaient les porteurs de cette lumière pour tous ceux qui erraient encore dans le noir, attendant d'être trouvés. L'espoir, après tout, était le dernier à mourir. Et tant qu'il y aurait des gens comme Marine, Daniel et Isabelle dans le monde, l'espoir ne mourrait jamais. Il serait toujours semé, toujours cultivé, toujours florissant dans les endroits les plus improbables, transformant les tragédies en triomphe, la douleur en mission et l'obscurité en lumière. 10 ans s'étaient écoulés depuis ce vendredi qui avait tout changé. 10 ans depuis qu'une fillette menue de 11 ans avait eu le courage de croire en l'impossible et de transformer la vie de tous, ceux qui l'entouraient. Le calendrier marquait une date spéciale. C'était l'anniversaire de la fondation Semer l'Espoir. Une décennie de travail acharné, une décennie de vie reconstruite, une décennie d'espoir planté dans les cœurs les plus meurtris. La cérémonie de commémoration aurait lieu dans le grand auditorium de l'Université catholique de Lyon. Plus de 500 personnes avaient confirmé leur présence. Des familles aidées par la fondation, des bénévoles, des partenaires, des autorités, des journalistes. Et bien sûr, les 3 personnes qui avaient tout commencé, Daniel, Marine et Isabelle. Marine se réveilla tôt ce matin-là. Même après toutes ces années, il y avait encore des nuits où les cauchemars revenaient. Mais maintenant, ils étaient rares, espacés presque comme des échos lointains d'une vie qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Elle se leva doucement pour ne pas réveiller Daniel, qui dormait profondément à côté. Elle alla à la fenêtre et ouvrit les rideaux.
Le soleil commençait à se lever, teintant le ciel de nuances rosées et orangées. Lyon se réveillait lentement, comme toujours, et elle prit une profonde inspiration, reconnaissante d'être en vie pour voir un nouveau lever de soleil. Daniel se réveilla quelques minutes plus tard. Il trouva Marine toujours debout, à la fenêtre, perdue dans ses pensées. Il s'approcha par derrière et l'enlaça tendrement. Nerveuse pour aujourd'hui? Marine s'appuya contre lui. Un peu, c'est beaucoup à digérer. 10 ans, 137 personnes retrouvées, 82 encore en vie, des milliers de familles aidées. Parfois, je me demande si c'est réel ou si je vais me réveiller et découvrir que tout n'était qu'un rêve. Daniel lui embrassa le sommet du crâne. C'est réel. Tout cela est très réel. Et c'est ton œuvre. Marine se tourna pour lui faire face. Notre œuvre, c'est notre œuvre. La tienne, la mienne, celle d'Isabelle, de chaque personne qui a cru en ce projet. Seul, je n'aurais rien accompli. Ils restèrent enlacés quelques minutes, sentant simplement la présence l'un de l'autre. Après tout ce qu'ils avaient traversé, ils avaient appris à apprécier les moments simples, une étreinte, un silence partagé, le sentiment de sécurité d'être ensemble. Isabelle arriva pour le petit déjeuner, déjà prête. Maintenant âgée de 21 ans, en dernière année de psychologie, elle était devenue une jeune femme confiante, éloquente et profondément engagée dans la cause de la Fondation. Ses cheveux, autrefois toujours en désordre, étaient maintenant soignés avec attention. Ses vêtements, autrefois trop grands, étaient désormais choisis avec soin. Mais ses yeux restaient les mêmes. Ses yeux sérieux, anciens, qui voyaient au-delà des apparences. « Bonjour la famille !» Isabelle sourit en s'asseyant à table. « Prêt pour le grand jour ?» Marine lui servit du café. « Nous le sommes. Et toi? Comment te sens-tu » Isabelle prit une tranche de pain, fière, heureuse, et aussi pensive. « Hier soir, je regardais de vieilles photos, du début. J'étais si petite. Je comprenais à peine ce qui se passait. Et maintenant, je regarde tout ce que nous avons construit et je suis impressionné. » Daniel s'assit avec elle. « Tu sais que rien de tout cela n'existerait sans toi, n'est-ce pas ?» Isabelle détourna le regard modestement. « J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. N'importe qui aurait fait la même chose. » Marine secoua la tête. « Non, Isabelle. N'importe qui ne l'aurait pas fait. Tu avais 11 ans et tu as eu le courage que des adultes n'ont pas eu. Tu as fait confiance à ton instinct quand tout le monde autour ignorait les signes. Et par-dessus tout, tu as cru qu'une vie pouvait être sauvée. Ce n'est pas rien. » Isabelle sourit, les yeux brillants. « Alors je suppose qu'on a formé une bonne équipe. »« La meilleure, » acquiesça Daniel. Ils terminèrent à leur café en discutant des préparatifs de la cérémonie. Marine relirait son discours une dernière fois. Daniel vérifierait si tous les lauréats étaient confirmés. Isabelle s'occuperait de la présentation de la vidéo commémorative qu'ils avaient préparée. Pendant qu'ils se préparaient, chacun dans sa chambre, Marine s'arrêta devant le miroir. Elle observa son reflet. Les marques du temps étaient là. Des cheveux blancs commençaient à apparaître, de fines rides autour des yeux. Mais il y avait autre chose, une lueur qui n'existait pas avant, une force qui venait de l'intérieur. Elle n'était plus la femme qui avait été enlevée 10 ans plus tôt. Elle était quelqu'un de nouveau, quelqu'un forgé dans la douleur, mais renaissant dans l'espoir. Elle enfila une robe bleu marine simple mais élégante, attacha ses cheveux en un chignon bas, mit les boucles d'oreilles que Daniel lui avait offertes pour son anniversaire. Et quand elle se regarda de nouveau dans le miroir, elle vit une survivante, une guerrière, une femme qui avait regardé l'obscurité et décidé de créer de la lumière. Quand ils arrivèrent à l'auditorium de l'université, 3 heures avant le début de l'événement, l'équipe de la Fondation était déjà là, organisant tout. Des bannières avec le logo étaient accrochées, les chaises alignées, l'écran géant monté pour la présentation. Des fleurs décorèrent la scène. Tout était parfait. Patricia Dubois, la journaliste qui avait écrit la biographie de Marine et travaillait maintenant comme directrice de la communication de la Fondation, accourut en les voyant arriver. « Dieu merci, vous êtes là. J'ai 1000 choses à vérifier. »« Marine, ton discours est prêt ?»« Daniel, as-tu confirmé les lauréats ?»« Isabelle, la vidéo fonctionne bien ?» Ils rirent de son anxiété, mais confirmèrent que tout était sous contrôle. « Patricia,
poussa un soupir de soulagement et se remit à courir d'un côté à l'autre, s'assurant que chaque détail était impeccable. Les portes s'ouvrirent à 14 heures. Les gens commencèrent à entrer. Des familles entières. Certains habillés de façon formelle, d'autres avec des vêtements plus simples, mais tous avec la même expression. Gratitude, espoir, appartenance. Marine saluait chaque personne qui entrait, étreignait, écoutait des histoires. Certaines familles, elle les connaissait personnellement, ils avaient travaillé ensemble sur des cas spécifiques. D'autres, elle les rencontrait pour la première fois. Mais toutes partageaient quelque chose en commun. La fondation avait touché leur vie d'une manière ou d'une autre. Une dame âgée aux cheveux blancs, s'appuyant sur une canne, s'approcha de Marine les larmes aux yeux. « Madame Lefebvre, je devais vous remercier personnellement. Vous avez retrouvé ma fille. Après 4 ans sans nouvelles, je pensais ne plus jamais la revoir. Mais vous n'avez pas abandonné. Et maintenant, elle est ici avec moi. » À côté de la dame, une jeune femme d'environ 25 ans sourit timidement. Marine les serra toutes les deux dans ses bras, sentant son propre cœur se serrer. « Nous avons juste fait ce qui était juste. Je suis heureuse que vous soyez de nouveau réunis. » La dame prit le visage de Marine entre ses mains tremblantes. « Vous êtes un ange. Un véritable ange. » Marine secoua la tête. « Je ne suis pas un ange. Je suis juste quelqu'un qui a vécu la même souffrance et qui a décidé que personne d'autre ne devait la traverser seul. » Quand tout le monde fut enfin installé et que la cérémonie commença, le silence envahit l'auditorium. Patricia monta sur scène pour faire l'ouverture. Elle parla brièvement de l'histoire de la Fondation, de la façon dont tout avait commencé par une tragédie personnelle pour se transformer en un mouvement d'envergure nationale. Puis elle appela Marine sur scène. Marine monta les marches, les jambes tremblantes. Peu importe le nombre de fois où elle parlait en public, elle était toujours nerveuse. Elle se positionna derrière le micro, regarda le public. Des centaines de visages la regardaient en retour, pleins d'espoir, attentifs, présents. Elle prit une profonde inspiration et commença. Il y a 10 ans, j'étais dans un endroit très sombre, littéralement. J'ai passé 7 ans de ma vie dans un trou, drogué, oublié, pensant que le monde m'avait abandonné. 7 ans, c'est long. Assez long pour perdre espoir, pour oublier qui vous êtes, pour accepter que cette souffrance était tout ce qui restait de votre vie. Elle fit une pause. L'émotion commençait à lui serrer la gorge, mais elle continua. Mais ensuite, une fillette est apparue. Une enfant de 11 ans qui ne me connaissait pas, qui ne me devait rien, qui aurait pu simplement ignorer les signes et continuer sa vie. Mais elle n'a pas ignoré, elle a enquêté, elle a cru, et elle a eu le courage de le dire à quelqu'un qui pouvait faire la différence. Cette fillette m'a sauvé la vie, et en faisant cela, elle ne m'a pas seulement ramené, elle a initié quelque chose de bien plus grand. Marine regarda Isabelle, qui était assise au premier rang. La jeune femme avait les yeux pleins de larmes. « Isabelle, peux-tu monter ici, s'il te plaît ?» Isabelle hésita, mais Madame Bénédicte, assise à côté d'elle, lui donna une petite poussée affectueuse. La jeune femme se leva et monta sur scène. Marine la serra fort dans ses bras avant de continuer. Cette jeune femme n'est pas seulement la raison pour laquelle je suis en vie aujourd'hui. Elle est l'inspiration derrière tout ce que nous faisons. Parce que si une enfant de 11 ans a eu le courage d'affronter la peur et de faire ce qui était juste, alors nous, les adultes, n'avons aucune excuse pour ne pas faire de même. La Fondation Semer l'Espoir existe parce qu'Isabelle nous a montré qu'une seule personne peut tout changer. Que croire est le premier pas, et qu'aucune vie n'est trop insignifiante pour être sauvée. Le public applaudit. Isabelle essuya ses larmes, visiblement émue. Marine continua. Au cours de ces 10 années, nous avons réussi à localiser 137 personnes disparues. 82 étaient en vie et ont pu retrouver leur famille. 55, malheureusement, étaient déjà décédés. Mais au moins leurs familles ont pu avoir des réponses et faire leur deuil correctement. Nous avons aidé plus de 3000 familles. Nous avons fourni un soutien psychologique, financier, juridique. Nous avons créé des groupes de soutien, des programmes pour les enfants, des campagnes de sensibilisation. Et rien de tout cela ne serait arrivé sans le courage d'une fillette et la générosité de chaque personne qui a cru en ce projet. Daniel était dans le public observant Marine avec fierté.
Elle avait parcouru un chemin inimaginable, de victime à leader, de survivante à inspiration, et il se sentait privilégié d'être à ses côtés à chaque étape de ce voyage. Marine le regarda directement en parlant, et à mon mari, Daniel, l'homme qui n'a jamais cessé de me chercher, même quand tout le monde disait que c'était inutile. L'homme qui a transformé la douleur en mission, qui a investi des ressources, du temps, de l'amour et du dévouement dans ce projet, qui m'a soutenu les jours où je voulais abandonner, et qui m'a rappelé chaque jour que cela valait la peine de continuer. Daniel sentit ses propres larmes couler. Il fit un signe de tête discret, incapable de parler. Marine conclut son discours. Cette fondation n'est pas la mienne, ni celle de Daniel, ni celle d'Isabelle. Cette fondation appartient à chaque famille qui a connu la douleur de la disparition, à chaque personne qui a refusé d'abandonner, à chaque bénévole qui a donné de son temps, à chaque donateur qui a contribué financièrement, à chaque professionnel qui travaille avec nous. Cette fondation est à nous tous, et tant qu'il y aura une seule personne disparue en France, tant qu'il y aura une seule famille attendant des réponses, nous serons là, semant l'espoir, allumant la lumière dans l'obscurité, prouvant que personne n'est oublié tant qu'il y a quelqu'un prêt à chercher. Le public se leva. L'applaudissement fut assourdissant. Marine et Isabelle s'étreignirent sur scène, en pleurant. Daniel monta pour les rejoindre, et là, tous les trois, enlacés, tandis que des centaines de personnes applaudissaient debout, beaucoup pleurant aussi, tous ressentant la force de ce moment. Après le discours, la vidéo commémorative fut projetée. Des images des 10 années de travail, des photos de personnes secourues, des témoignages de familles, des chiffres impressionnants, et à la fin, un montage émouvant montrant Marine le jour où elle fut retrouvée, fragile et effrayée, en contraste avec la Marine d'aujourd'hui, forte et déterminée. Quand la vidéo se termina, il y eut une salve d'applaudissements encore plus forte. Ensuite, les hommages commencèrent. Des familles aidées par la Fondation montèrent sur scène pour remercier. Chaque histoire était unique, chaque remerciement était sincère, et chaque mot renforçait le but de tout ce qu'ils avaient construit. Une mère, tenant la main de sa fille adolescente qui avait été secourue 2 ans plus tôt, parla d'une voix étranglée. « Vous m'avez rendu ma fille. Quand elle a disparu, j'ai perdu pied. Je ne pouvais plus manger, dormir, vivre. Je pensais ne plus jamais la revoir. Mais vous n'avez pas abandonné. Vous avez enquêté, cherché, et vous l'avez ramenée. Je n'ai pas de mots pour vous remercier. Je peux seulement dire que vous avez sauvé 2 vies, la sienne et la mienne. » Un père, portant des lunettes et les cheveux grisonnants, partagea comment la Fondation l'avait soutenu psychologiquement, lui et sa femme, après avoir découvert que leur fils, disparu depuis 3 ans, ne serait malheureusement pas retrouvé vivant. Vous nous avez aidés à faire notre deuil, à comprendre que ce n'était pas notre faute, à trouver la paix, même sans avoir toutes les réponses. Le suivi psychologique que nous avons reçu a sauvé notre mariage, a sauvé notre santé mentale. Vous avez pris soin de nous quand nous étions complètement perdus. Et ça n'a pas de prix. Les histoires continuèrent, chacune plus touchante que la précédente. Marine écoutait tout avec attention, gardant chaque mot dans son cœur. C'était la raison de tout. Ces vies touchées, ces familles reconstruites, cet espoir renouvelé. À la fin de la cérémonie, Madame Bénédicte fut invitée sur scène. À 79 ans, toujours lucide et énergique malgré ses problèmes de santé, elle marcha lentement jusqu'au micro. Isabelle l'accompagna, lui tenant le bras avec précaution. Madame Bénédicte regarda le public et sourit. « Je ne suis qu'une simple vieille dame. Je n'ai pas fait d'études. Je n'ai pas d'argent. J'ai passé ma vie à faire la lessive, le ménage, à élever ma petite fille après la disparition de ma fille. La vie n'a pas été facile, mais Dieu a toujours pris soin de nous. Et quand Isabelle a trouvé Madame Marine, j'ai su que Dieu avait un plus grand plan. Ma petite fille, cette jeune femme que vous voyez ici, si belle et instruite, elle a toujours été spéciale, depuis toute petite. Elle voyait des choses que les autres ne voyaient pas, ressentait des choses que les autres ne ressentaient pas. Et ce jour-là, quand elle m'a dit qu'elle avait trouvé une femme vivante dans un trou, je l'ai cru, parce qu'Isabelle ne m'a jamais menti. Et aujourd'hui, en regardant tout ça, en voyant combien de vies ont été sauvées, combien de familles ont été réunies, je ne peux que remercier Dieu de m'avoir donné une petite fille si spéciale.
Et remercier Monsieur Daniel et Madame Marine de nous avoir accueillis comme leur famille, parce que vous êtes notre famille, vraiment. » Madame Bénédicte se mit à pleurer. Isabelle la serra dans ses bras. Marine monta aussi sur scène et les enlaça toutes les deux. Daniel se joignit à l'étreinte. Et là, sur scène, sous les applaudissements émus de centaines de personnes, cette famille qui n'était pas de sang mais de choix célébra tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Quand la cérémonie se termina et que les gens commencèrent à partir, beaucoup s'arrêtèrent pour discuter, pour remercier encore une fois, pour prendre des photos. Marine, Daniel et Isabelle restèrent jusqu'à la fin, saluant chaque personne, écoutant chaque histoire, partageant chaque étreinte. Il faisait déjà nuit quand ils quittèrent enfin l'auditorium. Le ciel était étoilé. L'air frais caractéristique de Lyon rafraîchissait leur visage. Ils marchèrent en silence jusqu'à la voiture, épuisés mais heureux. Sur le chemin du retour, Daniel conduisait pendant que Marine regardait par la fenêtre. Isabelle, sur la banquette arrière, répondait sur son téléphone aux messages de félicitations qui n'arrêtaient pas d'arriver. Marine rompit le silence. « Tu sais à quoi je pensais ?» Daniel la regarda rapidement avant de reporter son attention sur la route. « À quoi ?» Que ça en valait la peine. Toute la souffrance, toute la douleur, toute la peur. Ça en valait la peine parce que ça a mené à ça, à ce moment, à cette famille, à cette mission. Si je pouvais revenir en arrière et éviter tout ce qui s'est passé, je ne sais pas si je le ferais. Parce qu'alors, rien de tout cela n'existerait. Daniel lui prit la main. « Tu ne méritais pas de vivre ça. Mais j'admire ta force à transformer la tragédie en triomphe. » Isabelle se pencha en avant, appuyant ses bras sur le dossier des sièges avant. « Et je vous admire tous les deux de m'avoir donné une famille, d'avoir cru en moi quand je n'étais qu'une enfant en qui personne ne croyait, de m'avoir montré qu'une vie peut faire la différence. » Marine se tourna pour regarder Isabelle. « Tu as toujours fait la différence, depuis le premier jour. » Quand ils arrivèrent à la maison, ils entrèrent ensemble. L'hôtel particulier était illuminé, accueillant. Il n'y avait plus de fantômes ici, seulement de bons souvenirs. Le chien accourut pour les accueillir, remuant la queue. Ils s'installèrent dans le salon, fatigués mais satisfaits. Daniel servit du vin pour lui et Marine, du jus pour Isabelle. Ils trinquèrent. À 10 ans de travail, à 137 vies retrouvées, à 3000 familles aidées et à de nombreuses autres années à venir, ils entrechoquèrent leurs verres et burent. Puis ils restèrent là, à parler de la journée, à rire de moments amusants, à commenter les personnes qu'ils avaient rencontrées. C'était une soirée ordinaire, mais en même temps, elle était extraordinaire, parce qu'elle représentait tout ce qu'ils avaient accompli, la normalité, la paix, le simple bonheur d'être ensemble. Plus tard, quand Isabelle fut partie se coucher et que Daniel somnolait sur le canapé, Marine sortit dans le jardin. L'air froid de la nuit la fit frissonner, mais elle ne s'en soucia pas. Elle s'assit sur le banc en bois qu'ils avaient replacé près des rosiers. Elle regarda le ciel étoilé, et pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de se souvenir. Elle se souvint du jour où elle fut enlevée, de la peur, de la douleur, de la solitude. Elle se souvint des nuits interminables dans le noir, des fois où elle avait voulu abandonner, des fois où elle avait prié pour que ça se termine. Elle se souvint du moment où elle fut retrouvée, de la confusion, du soulagement, du choc de découvrir qu'elle avait passé 7 ans dans cet endroit. Et puis elle se souvint de tout ce qui avait suivi, la convalescence, la thérapie, l'amour de Daniel, l'arrivée d'Isabelle dans leur vie, la création de la fondation, chaque vie sauvée, chaque famille réunie, chaque sourire de gratitude, chaque larme de soulagement. Les larmes se mirent à couler, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de libération, d'acceptation, de gratitude d'avoir survécu, d'avoir surmonté, d'avoir transformé. Daniel apparut à la porte, vit Marine pleurer dans le jardin et alla vers elle. Il s'assit à côté, ne dit rien, l'enlaça simplement. Et ils restèrent là sous les étoiles, 2 survivants qui avaient choisi non seulement de vivre, mais de vivre pleinement. Les années continuèrent de passer. La fondation grandit encore. Ils ouvrirent des bureaux dans d'autres régions, formèrent des équipes spécialisées, créèrent des protocoles de recherche plus efficaces.
développèrent des partenariats avec des autorités internationales. Le travail ne s'arrêtait jamais. Parce que la disparition de personnes ne s'arrêtait jamais. Isabelle obtint son diplôme de psychologie avec mention. Elle fit un master en traumatisme et rétablissement et revint travailler à plein temps à la Fondation, dirigeant le département de soutien psychologique. Sa thèse sur la résilience chez les victimes de séquestration de longue durée fut publiée et devint une référence dans le domaine. Madame Bénédicte vécut encore 7 ans après la cérémonie des 10 ans. Elle s'éteignit dans son sommeil paisiblement, sachant que sa petite-fille était entre de bonnes mains. Les funérailles furent modestes mais émouvantes. Marine et Daniel étaient là, tenant Isabelle, pendant qu'elle disait au revoir à sa grand-mère. Et sur la pierre tombale, à côté du nom et des dates, ils écrivirent « Femme de foi qui a élevé une héroïne ». Daniel et Marine vieillirent ensemble. Leurs cheveux devinrent complètement blancs. Les rides se creusèrent. Leurs pas se firent plus lents. Mais l'amour grandit. Chaque année, à chaque défi surmonté, à chaque victoire célébrée. Un après-midi d'automne, 20 ans après le sauvetage de Marine, ils étaient assis sur le même banc du jardin. Isabelle s'était récemment mariée et attendait son premier enfant. La Fondation venait de franchir le cap des 500 personnes localisées. Et Marine, regardant Daniel avec ce sourire qu'il aimait, dit « Merci ». Daniel fronça les sourcils. « Pourquoi ? De n'avoir jamais renoncé à moi, d'avoir transformé la douleur en quelque chose de beau, de m'avoir donné une vie qui vaut la peine d'être vécue. » Daniel lui embrassa le front. « C'est moi qui te remercie. D'avoir survécu, de t'être battu, d'être qui tu es. » Et là, dans ce jardin qui avait été témoin de tant de transformations, ils restèrent. 2 âmes qui avaient traversé l'enfer et choisi de construire le paradis. Non pas un paradis parfait, exempt de douleur ou de défis, mais un paradis réel, fait d'amour, de mission et d'espoir. Leur histoire n'était pas un conte de fées avec une fin heureuse au sens traditionnel, c'était une histoire de reconstruction, de choix, de transformation des blessures en sagesse et de la tragédie en héritage. Et tandis que le soleil se couchait une fois de plus sur Lyon, peignant le ciel de couleurs impossibles, Marine et Daniel savaient qu'ils avaient accompli leur mission. Ils n'avaient pas seulement survécu, ils avaient vécu. Et en vivant, ils avaient inspiré des centaines d'autres personnes à faire de même. Parce qu'au final, la véritable victoire n'était pas d'éviter la souffrance. Elle était de la traverser et d'émerger de l'autre côté plus fort, plus compatissant, plus humain. Et cette victoire, ils l'avaient remportée, ensemble. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Daniel, Marine et Isabelle a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours de dépassement, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire quel moment vous a le plus marqué. Était-ce le courage d'Isabelle, la résilience de Marine, l'amour inébranlable de Daniel? Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, montrant que même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours de l'espoir. La vie peut nous faire tomber, mais nous avons le choix de nous relever. Et quand nous nous relevons, nous pouvons non seulement reconstruire notre propre vie, mais aussi aider les autres à reconstruire la leur. C'est le message que nous voulons laisser. N'abandonnez jamais, ne cessez jamais de croire, et ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une seule personne à faire la différence dans le monde. On se retrouve au prochain épisode avec une autre histoire qui bouleversera vos émotions et vous fera réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie.